Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de LFNA TV. Au menu ce soir, la troisième journée de National 2. Trélissac n'est plus leader après sa défaite sur la pelouse d'Andrézieux-Boutéon. Le match nul de Bergerac en Vendée contre les Herbiers. Vous entendrez Erwan Lanuzel, le coach bergeracois, dans un instant. Tous les résultats de la National 2 à suivre. En National 3, le Stade Poitvin, après sa victoire contre la réserve des Girondins de Bordeaux, est leader. Une polémique pendant le match Porte-Entre-deux-Mers et les Genêts d'Anglet. C'est dans un instant. Le deuxième tour de la Coupe de France ce week-end. Résumé à venir de RC Chambéry face au SA Mérignac. Reportage dans quelques minutes sur le club de foot de Cazaux en Gironde, qui n'a pas été épargné par les incendies cet été. Enfin, les arbitres faisaient leur rentrée des classes samedi à Villeneuve-d'Ornon, près de Bordeaux. On débute par la 7e journée de Ligue 2 et la belle victoire 3-1 des Girondins de Bordeaux sur la pelouse du Paris FC samedi. Un triplé de Josh Maja qui permet aux Girondins de prendre la tête de la Ligue 2 avec 14 points, à égalité avec Amiens. Bordeaux assure et ça fait la joie forcément de David Guillon, l'entraîneur des Marinés Blancs. Ça fait 4 matchs en 12 jours pour nos jeunes joueurs et je trouve qu'ils s'en sont très bien sortis, même s'ils ont fini la partie, je m'en doutais bien, très fatigués. Mais ils ont été remarquables techniquement, tactiquement. Je pense qu'on a posé beaucoup de soucis à cette équipe parisienne. On avait envie de relever ce challenge parce qu'on savait qu'on venait chez un prétendant et je trouve qu'on l'a fait de fort belle manière. On a été en plus soutenu par notre public qui a été formidable cet après-midi. Donc vraiment on a passé une belle après-midi et j'espère sincèrement qu'il y en aura d'autres comme ça. Les Niortais de leur côté sont allés chercher le point du match nul sur la pelouse de Quevilly-Rouen, pourtant réduit à 9. Un doublé de Bilal Boutoba et un but d'Amadou Sagna permettent aux Chamois d'éviter la zone rouge avec leur 16e place. Le club a communiqué le nom du successeur de Sébastien Desabres. Il s'agit de Rui Almeida, l'entraîneur portugais, passé par Bastia, Caen ou encore Troyes. Affiche de gala ce soir à Pau avec la réception de Saint-Etienne à 20h45. Une émotion particulière pour le coach des Palois, Didier Tolo. Ça représente pas mal de choses. Moi, j'étais gamin quand j'écoutais les VR de 76 dans la voiture de mon père. Malheureusement, il n'est plus là, mais j'ai ma maman qui habite Saint-Etienne, mes frères qui sont de Saint-Etienne. Donc voilà, j'ai mes neveux qui sont à Saint-Etienne, qui sont des fous de Saint-Étienne. Moi, ça me ferait plaisir de faire un petit pied de nez quand même. Voilà. Non, pour leur inciter tu vois, à de temps en temps changer de maillot. On passe désormais à la Nationale 2. Trélissac n'est plus leader après sa défaite 1-0 sur la pelouse d'Andrézieux-Boutéon. Les joueurs de Hervé Louba se font surprendre en deuxième période après une belle action des locaux. Trélissac n'arrive pas à égaliser. Score final 1-0 pour Andrézieux, nouveau leader du championnat. De son côté, Bergerac se déplaçait en Vendée contre les Herbiers. Dès la 10e minute, les locaux ouvrent le score d'une magnifique tête qui trompe le gardien de Bergerac, Enzo Pochet. Les hommes d'Erwan Lanuzel tardent à réagir. Et à 10 contre 10 en seconde période, Bergerac égalise par l'intermédiaire d'Axel Tressens à la 75e minute. Score final, un but partout. Erwan Lanuzel, le coach de Bergerac Périgord FC, ne veut pas brûler les étapes en ce début de saison. Forcément, on a tendance à vouloir penser que tout va être aussi bien de suite. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une saison, ça se construit dans la durée, ça se construit dans le temps et qu'il y a des étapes qui sont importantes pour assimiler le projet de jeu, être capable de créer de la cohésion et du vivre ensemble. Donc voilà, sur le démarrage, voilà, au niveau comptable, on est dans une moyenne qui est plutôt cohérente parce on s'est déplacé 2 fois et on n'a reçu qu'une seule fois. On est sur une série de 2 matchs sans défaite parce qu'on a perdu simplement le premier. Donc voilà, on essaye de voir plutôt le travail dans l'ensemble. Et c'est à la fin du bloc de 5 matchs avant notre rentrée en Coupe de France qui nous permettra d'avoir un petit peu plus de visibilité sur ce qu'on a été capable de produire sur ce premier bloc de 5 matchs. Le championnat est très compliqué, il est composé d'équipes qui peuvent jouer la montée, la plupart, mais aussi il y a 5 descentes aussi. Est-ce que vous y pensez justement à ce changement de règlement ? Oui, parce que cette nouvelle réforme va amener à avoir beaucoup de matchs disputés sur la durée, parce que à un moment donné, quand il n'y a que 3 descentes, au bout d'un moment, tout naturellement, il y a un ventre mou assez conséquent qui se crée. Là, il n'y aura pas de ventre mou, où il sera très petit. Donc voilà, il faut être rempli d'humilité dans ce championnat parce que c'est un championnat qui est très homogène
Et si on n'est pas rempli d'humilité, il y aura forcément des surprises et des équipes qui ne seront pas préparées à jouer en maintien. Donc voilà, la première idée pour nous, c'est d'atteindre le nombre de points suffisant pour pouvoir nous maintenir et après construire gentiment le reste de nos objectifs. Mais il faut y aller par étapes et il faut passer les étapes les unes après les autres. Voilà, il faut avoir de l'ambition, ça c'est sûr, mais il faut être rempli d'humilité parce que vraiment le football vous rattrape très très vite en général. Est-ce que le début de saison change un petit peu la donne pour vous, les objectifs? Est-ce que vous espériez faire un peu plus, un peu moins? Ah non, non, nous on a un premier objectif qui est sur les 5 premières journées de championnat. Après, on a un deuxième objectif, c'est d'être voilà, se mettre loin des 5, 6 dernières places le plus rapidement possible. Et après, c'est de construire notre saison comme ça. Donc pour l'instant, en termes d'objectifs, voilà, on a un objectif sur les 5 premières journées de championnat à être capable de réaliser. À la fin, est-ce qu'on sera capable de l'avoir réalisé ou pas? On va se concentrer exclusivement pour ça. On travaille avec des mini-blocs durant la saison de travail qui nous permettent d'avoir de la continuité. En termes d'objectifs purs, on en parlera au mois d'avril, au mois de mai, en fonction de là où on se situe et qu'est-ce qu'on doit aller chercher ou pas. Voilà. Aujourd'hui, dans quel état d'esprit vit votre groupe? Notamment après la rencontre face aux Herbiers, quelle était l'ambiance? On avait un sentiment mitigé. On avait un sentiment mitigé parce qu'on a loupé notre première mi-temps et on fait une très très bonne deuxième mi-temps. Donc on était un petit peu déçus de notre contenu de la première mi-temps et avoir été à réaction. Mais après, on était quand même assez fiers de pouvoir ramener un point des Herbiers, ce qui est quand même dans un championnat normal, c'est quand même un déplacement plutôt compliqué. Donc voilà, on était plutôt contents mais déçus du contenu. Donc voilà, on est revenu au travail ce matin et cet après-midi. Donc voilà, on pense maintenant qu'aux Herbiers et à la suite à donner à notre bloc de 5 matchs. Prochain match face à Romorantin, le week-end prochain. Là encore, va falloir batailler. Ah oui, oui, de toute façon, dans ce championnat national 2, je pense qu'il va falloir batailler jusqu'à la fin, jusqu'à avoir laissé ces 5, 6 équipes derrière et construire une saison avec des objectifs à ce moment-là. Mais tous les matchs vont être accrochés, toutes les équipes vont vouloir prendre un point, tous les points vont compter, il n'y aura pas de petits points à laisser en route. Donc voilà, on s'attend à un match compliqué face à une équipe de Romo qui a renversé la tendance à Bourges, qui perdait 2-0 et qui est revenu à 2 partout sur leur deuxième mi-temps. Donc voilà, on s'attend forcément à une équipe qui va vouloir continuer à prendre des points comme le coach l'a annoncé. Le fait d'être à domicile, c'est important pour vous cette année de garder la forteresse chez vous? Ouais, c'est important de développer ce sentiment d'appartenance à un territoire, donc forcément à un club, à une ville, à un stade. On a la chance d'avoir un stade de Caen-Réal qui est quand même assez atypique parce c'est pas une grande enseigne, donc enceinte, pardon. Donc c'est quand même un stade qui est très atypique, comme je disais tout à l'heure. Donc voilà, on a à cœur de faire des choses cohérentes déjà en termes de contenu, être acteur de notre match et pour pouvoir proposer quelque chose de compliqué à l'adversaire. Après, ça ne veut pas dire qu'on va tous les gagner, mais on a envie d'être entreprenant et sur nos matchs à domicile, ça c'est sûr. Le promu, le Stade Bordelais, recevait Vierzon. Là aussi, il ne fallait pas arriver en retard puisque dès la 6e minute, les visiteurs ouvrent la marque. Après une belle percée dans la défense bordelaise, les hommes de Nicolas Pires ne vont pas revenir et s'inclinent pour une deuxième fois de la saison à domicile. Les résultats de cette 3e journée de National 2, Trélissac s'incline sur la pelouse d'Andrézieux-Boutéon, match nul entre Bergerac et les Herbiers, un but partout. Score nul et vierge entre Angoulême-Charente et l'équipe lyonnaise de Gaulle FC. Enfin, la défaite du Stade Bordelais face à Vierzon. Le classement, vous le voyez, Trélissac 5e, désormais laisse sa place de leader à Andrézieux. Bergerac est 8e. Le Stade Bordelais et Angoulême en deuxième partie de tableau, respectivement 11e et 12e au classement. La prochaine journée débutera avec Bergerac-Romorantin. Trélissac accueillera Bourges. Angoulême se déplacera à Moulins-Isère et le Stade Bordelais ira défier les Herbiers. On jouait également la deuxième journée de National 3, direction la Vienne, sous les yeux du président délégué de la Ligue, Filippo Yamberi. L'US Chauvigny s'est imposé 1-0 à domicile face au Stade Montois grâce à ce pénalty de Bardou Mapedja à la 27e minute. Les hommes de Stéphane Maloyer ont ensuite contrôlé la rencontre pour s'offrir le premier succès de la saison. Autre rencontre que l'on vous propose ce soir, c'est Lège Cap Ferré opposé à Châtellerault. Le sort de cette rencontre a basculé à la toute fin.
87e minute, Yoro Blondé vient battre le portier adverse Noah Mulumba. Score final 1-0 et Lège qui ouvre son compteur de victoire cette saison. Une histoire peu banale ce soir dans LFNA TV, ça se passe toujours en National 3, Porte entre deux mers et les Genêts d'Anglet. Score final 3-1 pour les Basques, mais un fait de jeu s'est déroulé juste avant la pause. Alors que les locaux menaient 1-0, un attaquant anglois reste à terre dans les 6 mètres adverses. Le gardien, pensant que la blessure est grave, dégage le ballon en touche pour interrompre le jeu. Mais sa relance est trop courte et le ballon termine dans les pieds de Rodriguez, joueur des Genêts d'Anglet. Ce dernier, voyant le gardien avancer, propulse le ballon dans la cage de Porte entre deux mers. Joie d'un côté, colère de l'autre. Rien de répréhensible sur le plan réglementaire, décide l'arbitre. Les dirigeants de Porte entre deux mers ont réagi sur leur page Facebook, je cite « Nous retiendrons l'absence cruelle d'éthique et de fair-play d'un club. Le reste est l'affaire de la morale des hommes. Pour certains, elle ne les embarrasse guère. » Les résultats de cette deuxième journée de National 3, le Stade Poitvin s'impose devant la réserve des Girondins de Bordeaux et devient leader de la poule. Xavier Dudois, l'entraîneur du Stade Poitvin, est avec nous justement dans LFNA TV. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans LFNA TV. Première question, le Stade Poitvin est leader avec 6 points, 2 matchs, 2 victoires. Est-ce que vous avez rêvé de ce moment, c'est-à-dire bien débuter le championnat ? Rêver, je ne sais pas si c'est le terme adéquat, mais de bien démarrer, oui, forcément, on espérait tous. Maintenant, comme vous l'avez si bien souligné, ça ne représente que 2 matchs, donc ce n'est qu'un début, mais c'est vrai qu'il est toujours appréciable de bien démarrer. Oui. C'est pourtant simple maintenant de travailler plus sereinement. On sait que c'est très difficile de réussir sa saison quand les victoires n'arrivent pas. Et là, les victoires arrivent dès le début. C'est important et ça fait du bien au groupe pour ce début de saison. Oui, bien sûr, oui. C'est vrai que pour la confiance, il y a rien de tel que de pouvoir démarrer justement par 2 victoires. On sait que les points amènent la confiance et que la confiance amène aussi une certaine sérénité. Donc, il est vrai que voilà, ces 2 victoires vont, je l'espère en tout cas, nous amener cette confiance nécessaire à voilà, une dynamique de groupe et puis pour pouvoir travailler plus sereinement et puis continuer surtout à progresser parce qu'on a encore plein d'axes de progression. Alors même si ça ne fait que 2 journées, pourquoi ça fonctionne si bien pour l'instant au Stade Poitvin ? Disons que voilà, c'est vrai qu'on a rectifié un petit peu sur les joueurs qu'on a fait venir au niveau de la qualité du groupe. On a rectifié sur les 2-3 postes où on était un peu défaillant. C'est le constat qu'on avait fait en fin de saison dernière. Donc on a rectifié sur ce point-là. Et puis c'est vrai qu'aussi les garçons voilà, qu'on a fait venir, plus ceux qui sont restés, ont un état d'esprit aujourd'hui irréprochable. Et je pense que l'état d'esprit vient au moins valider ces 2 premières journées. Après, encore une fois, ça ne suffira pas. Mais je pense que l'état d'esprit est pour beaucoup dans ces 2 résultats positifs aujourd'hui. Comment vous voyez la saison à venir, un championnat quand même assez difficile où tous les points seront forcément importants avec de très belles équipes. Comment vous analysez un petit peu cette poule ? Donc oui, pour l'avoir connu et découvert surtout la saison dernière, c'est vrai que c'est une poule qui est difficile. Beaucoup d'équipes de qualité figurent dans cette poule, de par aussi un petit peu la ligue et cette situation géographique qui s'étend jusqu'à Pau, on peut le rappeler. Donc c'est vrai que des équipes comme Bayonne, Anglet, Libourne sont des prétendants sérieux à l'accession. Donc on s'attend à une saison difficile, bien évidemment. On sait que pour pouvoir réaliser une montée, il faut faire un sans faute, il faut être régulier, il faut être performant tout au long de la saison. C'est ce qui est compliqué. Maintenant, voilà, on a bien démarré. À nous de faire en sorte, de justifier ce bon début et puis d'essayer de continuer le plus longtemps possible. Oui, 3 buts inscrits, 0 encaissés, c'est important aussi pour vous de garder forcément cette cage inviolée et également les matchs à domicile où on peut montrer qu'on est là sur notre territoire, que l'on ne perd pas. C'est par là aussi que ça passe pour peut-être espérer voir plus haut. Oui, alors malheureusement aujourd'hui à domicile, on ne peut pas dire que ce soit une force pour nous puisqu'on n'a pas la chance de pouvoir évoluer à domicile dans notre stade Michel Amand, puisque la pelouse est impraticable à ce jour, et ce pour une durée malheureusement encore assez longue, je le crains. Donc on ne bénéficie pas forcément de cet avantage-là, mais pour autant, oui, comme vous l'avez dit, de garder nos cages inviolées sur les 2 premiers matchs, c'était un objectif. Aujourd'hui, c'est rempli, mais encore une fois, ce n'est que le début. Donc voilà, il va falloir remettre ça à chaque week-end et face à des adversaires à chaque fois toujours aussi redoutables. Donc on sait que ça sera compliqué, mais
Voilà, c'est toujours bien de bien débuter, c'est sûr. Première victoire en championnat face à l'Aviron Bayonnais il y a il y a une semaine. Ce week-end, c'était la réserve des Girondins de Bordeaux. Dans 2 semaines, ça sera la réserve des Chamois Niortais. Comment vous le voyez ce match? C'est un peu le duel des extrêmes entre le premier et le dernier, mais il faut pacifier. Oui, alors encore une fois, un premier dernier au bout de 2 journées, je suis pas sûr que voilà que c'est une réelle signification. Donc maintenant, voilà, on connaît aussi un petit peu les paramètres de ces réserves professionnelles. On sait qu'il y a de la qualité, on a pu s'en apercevoir hier. C'est des équipes à surtout pas négliger. La réserve de Niort comporte des jeunes joueurs, certes, mais des joueurs de qualité. Donc voilà, ça sera à nous surtout de faire ce qu'il faut et puis de mettre les mêmes ingrédients que ce qu'on a pu mettre hier pour espérer l'emporter. Ouais. En tout cas, on suivra cette rencontre pour LFNA TV le week-end prochain. Merci beaucoup Xavier Dudois d'avoir été avec nous, le coach du Stade Poitvin. Excellente soirée à vous. Ouais, merci à vous, bonne soirée. Au revoir. A noter également la victoire de l'Aviron Bayonnais face à l'ES Guérétoise, la victoire de Libourne à Niort 3-1 et match nul entre Neuville et Pau. Au classement, le Stade Poitvin prend la tête seul avec 6 points, suivi des Genêts d'Anglette, de l'US Lège Cap-Ferret, de Libourne et de Chauvigny, 4 points au compteur. Châtellerault, Pau, le Stade Montois et Niort ferment la marche. La prochaine journée débutera le 17 septembre en raison de la Coupe de France le week-end prochain. Duel des extrêmes entre le Stade Poitvin premier qui recevra les Chamois Niortais dernier. Beau duel à venir entre les Genêts d'Anglette et l'US Chauvigny. Neuville face à l'Aviron Bayonnais. Châtellerault accueillera Porte entre-deux-mers et Libourne Lège Cap-Ferret. La Coupe de France était au rendez-vous ce week-end avec le deuxième tour. Nous avons posé nos caméras en Gironde, à Villenave-d'Ornon, où se jouait RC Chambéry face au SA Mérignac. Une D2 contre une R2. Résumé de la rencontre avec Florian Sabatier pour LFNA TV. Montrer qu'on est chez soi et jouer avec passion. Hein. Sur le logo, il y a écrit fierté honneur, il va falloir faire respecter ça. Jouer vaillamment, on a la chance d'avoir des joueurs qui ont évolué à un niveau au-dessus. Beaucoup de joueurs de notre équipe première ont joué en régional, ont joué ce genre de match, donc ils ont aussi l'expérience de ce genre de rencontre. Il va falloir mouiller le maillot, courir plus que l'adversaire, être plus rigoureux que l'adversaire, être réaliste après, réaliste défensivement, réaliste offensivement. Il y en aura peut-être deux, il suffit de les mettre très rapidement, faire douter l'adversaire. Début de ce deuxième tour de Coupe de France entre le RC Chambéry et le SA Mérignac. Dès les premières minutes, ce sont les visiteurs qui se mettent en évidence, mais il faut toute la vigilance de l'arrière-garde pour stopper la tentative. Mais le club de départemental 1 réagit bien sur un long ballon qui trouve Thomas Gardet, mais sa frappe est bien écartée par le portier adverse. Sur un corner de la gauche vers la droite, Thomas Gardet est trouvé, mais sa tentative acrobatique ne trouve pas le cadre. Petit à petit, les Chambériens font jeu égal et vont même ouvrir la marque par Mohamed El Ouassini, mais il est en position de hors-jeu. Ce rappel à l'ordre va forcer le SAM à rejouer vers l'avant. Bien lancé entre les lignes, Elidia va frapper, mais le gardien lit bien la trajectoire. Fin de cette première période sur le score de 0-0. Au retour des vestiaires, les Samis vont vouloir ouvrir la marque. Sur un long ballon dans la profondeur, Elidia parvient à se défaire de son adversaire, mais trouvera Benjamin Lalande sur sa route qui capte en 2 temps. Mais dans les 10 dernières minutes, Maxime Hervé réalise un joli petit pont avant de lancer Kylian Chevalreau qui réussit à effacer le gardien d'un subtil lob, mais il ne parvient pas à terminer l'action. Alors qu'on se rapproche de la fin de la rencontre et d'une séance de tir au but, le SA Mérignac va profiter d'une action limpide pour servir Elidia qui est bien aligné pour débloquer le tableau d'affichage à la 89e minute de jeu. Fin de cette rencontre et c'est le SA Mérignac qui accède au 3e tour de la Coupe de France. Ben oui, une déception parce qu'on n'était pas loin de l'exploit. Clairement, les joueurs ont appliqué parfaitement le plan de bataille qu'on avait fait avec Mathieu Capron, mon binôme. Bon, déçu parce qu'on prend ce fameux but à la 90e minute qui est synonyme d'élimination. On était au bord de l'exploit, mais voilà, c'est le foot.
Direction la Thèse de Buch, à Cazaux plus exactement. Le quartier a subi les incendies cet été. La forêt a brûlé jusqu'au rivage du lac, où la plage est toujours nettoyée comme aux anciens beaux jours. Un paysage calciné avec lequel les riverains doivent désormais vivre. Le club de Cazaux Olympique essaye de s'organiser comme il peut. Comment faire après cette catastrophe naturelle? Dans quelles conditions? Élément de réponse avec Florian Sabatier pour LFNA TV. On a été agréablement surpris avec Xavier sur le fait que dès le premier entraînement, on a eu un nombre intéressant de joueurs et de nouveaux. Les nouveaux qui de suite ont voulu commencer les entraînements et n'ont quasiment rien raté. Donc on est agréablement surpris par la présence et par l'implication. On a l'impression de retrouver un petit peu ce que l'on avait perdu d'avant Covid. On a pu voir aussi par rapport au match de Coupe de France de la semaine dernière qui était contre Mako, l'engouement. Alors l'engouement parce que des gens sont venus voir Cazaux, même des gens du village qui ne venaient pas mais ils sont venus parce que voilà, on en a parlé de nous, donc ils sont venus jeter un petit coup d'œil. Et puis tous les anciens qui sont venus aussi pour donner un peu leur... voilà, nous dire on est derrière vous et on veut que vous fassiez la saison quoi qu'il en soit et vraiment nous supporter à fond. Donc là il y a eu beaucoup de fumée, il y avait des jours où on ne pouvait pas s'entraîner, c'était impossible, déjà c'était irrespirable rien qu'en marchant, donc faire un entraînement c'était compliqué, donc on a finalement annulé 2 et on a annulé aussi la journée de cohésion qu'on fait d'habitude assez rapidement dans les premiers week-ends de la prépa. Et là par rapport au fait que vu qu'on n'avait plus de finances compliquées, donc le temps de retrouver des finances assez saines, on a décidé de le repousser à plus tard, courant septembre-octobre. Les gens se sont intéressés à nous, on a eu des gens qui, grâce à la cagnotte Litchi, ont envoyé des sous, ils sont à Metz, Strasbourg, la Bretagne. Donc certains ont déjà connu le club de Cazaux parce qu'ils étaient militaires ici. D'autres, c'est quelque chose qui les a touchés parce qu'ils sont dans l'associatif depuis tout petit. Voilà, donc entre guillemets, les Girondins nous ont aidés aussi à avoir ce focus sur nous. Et on espère que ça va continuer parce qu'on a encore besoin évidemment de sous pour finaliser cette saison. C'est énorme cet élan de solidarité qui s'est mis en place très très rapidement. C'est vrai que j'ai accompagné les présidents d'entrée de jeu, notamment Alain Cobit qui m'a demandé de venir avec lui. Donc je suis allé avec lui voir ce match-là des Girondins et croiser un peu toutes les personnes, dont le président lui-même, Gérard Lopez. Donc c'est vrai que c'est hyper sympa. Déjà en tant qu'amoureux du football de croiser des personnes connues et reconnues, et puis à côté de ça de voir cet élan de solidarité du plus petit au plus gros, finalement c'est quand même super intéressant parce que il y a eu certes les Girondins de Bordeaux, mais on a eu donc le district au travers du président Alexandre Gougnard qui est de suite répondu présent et qui nous a suivis et qui continue à nous suivre. L'idée c'est de vous regarder quand même. Est-ce qu'on aura les forces morales pour aller titiller cette équipe? On le verra bien et on attend surtout un beau match. Un beau match parce que ce match-là, pour certains, ça reste des matchs de fin de préparation. Pour d'autres, c'est des matchs de début de championnat. Ça se cale entre les deux. Ça nous aide à créer une équipe, une osmose. Alors je dis pas, si dimanche on gagne, je vais pas dire bon ben super, au prochain tour, on fera une bonne fête. On sera très content. Il n'y aura pas de problème. Mais on attend surtout d'avoir un super match de qualité. Il va y avoir du monde et on veut surtout se faire plaisir et pas avoir de regrets à la fin du match, quoi. On gagne, on perd, c'est le football, que ce soit pour l'une ou l'autre des équipes, mais ce qu'on veut surtout c'est avoir des mecs qui se sont donnés à fond, pas de regrets, et de se dire dans les vestiaires bravo les gars, vous avez été à fond, on a le chant parce qu'on a gagné,
ou allez, on va au bar, on a perdu, mais c'est pas grave parce que vous avez été extraordinaire. Voilà, tout ce qu'on veut, c'est ça, ça va nous aider. Maintenant, on ne cache pas qu'une petite victoire, allez, je prends. Certains ont joué ensemble, que ce soit certains déjà à Biganos, d'autres à Arcachon, parce qu'il y en a certains qui viennent d'Arcachon, pareil que ceux d'ici. Donc forcément, il va y avoir une petite rivalité, mais c'est bien de se confronter à des belles équipes comme ça. C'est intéressant. Alors certains disent c'est dommage de les jouer aussitôt, mais je pense que c'est bien pour voir où on en est. On a eu une petite réponse déjà la semaine dernière au premier tour d'un point de vue physique, parce qu'on finit le match à 9. Pendant plus d'une demi-heure, on a joué à 9 et finalement on ne se prend aucun but et on est sérieux jusqu'au bout. Donc ça, j'ai été rassuré sur le point de vue physique. Maintenant, on va voir un peu sur le point de vue jeu. On a des rentrées de joueurs. On en perd quelques-uns. On a 2 suspendus. Mais en tout cas, je pense que ça va être intéressant. Non loin de là, les arbitres effectuaient leur rentrée samedi à Villenave-d'Ornon avec la présence du président de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine, Saïd Njimi. Pendant toute la matinée, les arbitres ont pu échanger et poser des questions. Florian Sabatier y était pour LFNA TV. Une fierté également parce que la LFNA est dans les premiers, s'agissant du développement du nombre d'arbitres sur l'ensemble du territoire. Bien sûr. Alors, tout l'intérêt de répondre aux questions d'abord en toute honnêteté, et puis ensuite de profiter des questions pertinentes pour pouvoir faire évoluer le système. Si vous faites évoluer le système, ça veut dire que les gens qui ont posé leurs questions vont s'attacher au système. Si vous ne répondez jamais à rien, les gens qui font partie du système ne vont pas s'y reconnaître. Donc au contraire, il faut... Alors il y a certaines questions où les réponses sont négatives, c'est la vie. Mais sur 10 questions, il y en a bien 5 ou 6 qui nous ont alertés, qui vont être traitées et ça va nous permettre de faire évoluer le système. Comme ça, les 5-6 personnes qui ont posé la question vont se dire je suis respecté, je suis considéré et je fais vraiment partie du système. C'est important. Le but tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu, la présidente de la CRA, Béatrice Mathieu, a tout noté. Question par question. Le but, c'est une question de réponse, parce que si il n'y a pas de réponse, ça braque les gens, comme dans la vie. Oui, non, peut-être, sûrement, mais on le fait. Après, ce que je dis, on est regardé en France pour notre arbitrage. Comment vous faites? Voilà la question qu'on me pose quand je vais dans les autres ligues. Comment vous faites? Je lui dis, le président nous donne les moyens. Vous l'avez entendu tout à l'heure, il y a les moyens aussi pour l'arbitrage. Une question de moyens et de bénévoles. On a vraiment un savoir-faire sur le développement du football féminin et vous avez raison de le souligner, Emeline, Maïka et d'autres démontrent que le fait d'axer des efforts sur le développement de l'arbitrage ou du football féminin de manière plus générale porte ses fruits. Les filles ont cette caractéristique, les femmes ont cette caractéristique d'être fidèles et d'être très souvent au rendez-vous. Et on a considéré en Nouvelle-Aquitaine que c'était important de tout faire pour promouvoir cet aspect-là. Notre politique à la Ligue, donc ça avance plus vite. S'il y en avait 6 qui n'allaient pas, ça ira un peu moins vite. Dès qu'ils ont un jeune, ils le font monter. Le président a dit être ferme. Vous avez vu aussi la politique de la Ligue, c'est de l'accompagnement, surtout des jeunes, le maximum. Donc les nouveaux sont déjà accompagnés 9 fois. Et souvent les jeunes, vous voyez, le règlement intérieur dit que les arbitres de ligue doivent des accompagnements obligatoires. Donc c'est-à-dire, ils ne vont pas accompagner quelqu'un de 56 ans, ils vont accompagner quelqu'un de 15, 16 ans. Donc ça fait ça, plus ça, plus ça, ça fait presque les 3/4 d'une saison accompagnée.
Et je pense qu'au bout de plus d'une demi-saison, 3/4 de saison, l'arbitre qui a commencé à tenir, c'est bon, on l'a gardé, je pense. Non, moi je suis content, moi je suis comme un coq en pâte, de surcroît dans un environnement arbitral qui me manque un peu de temps en temps. Donc là, j'ai l'impression que ça me rajeunit. Bon, je ne suis pas encore tout à fait terminé, mais j'ai l'impression que ça me rajeunit un peu de passer un peu de temps, et puis ça me rappelle des bons souvenirs, des anecdotes que je peux partager avec les jeunes arbitres, et puis leur souhaiter de faire bien mieux que moi. C'est tout le mal que je leur souhaite pour leur carrière. Flavien Marie, Sylvain Ménard, Nicolas Millet, Nicolas Ray, Tristan. C'est la fin de ce numéro de LFNA TV. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Pour revoir l'émission, rendez-vous sur nos réseaux sociaux Facebook et YouTube LFNA TV. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission.